Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation où l'on va apprendre ensemble à créer une application un petit peu comme Twitter. Pour ce faire, nous utiliserons les technologies suivantes, Laravel 8 qui est à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, la dernière version de Laravel et Vue.js. Pour ce faire, on utilisera l'adaptateur Inertia.js et le système d'authentification Jetstream. Donc j'ai déjà créé un compte en amont, donc je vais me connecter avec de façon à avoir accès à l'application. Donc lorsqu'on se rend sur le dashboard, rien de spécial. En revanche, nous avons une page tweets qui va afficher les derniers tweets. On a la possibilité de suivre ou de ne plus suivre à la volée des profils. Donc si je veux par exemple suivre ce profil-là, je peux cliquer sur suivre. Et si je ne veux plus suivre un autre profil, je peux aller sur un profil auquel je me suis déjà abonné et cliquer sur ne plus suivre. Et de cette façon, on peut également envoyer un tweet. Donc par exemple, on va dire salut les amis. On envoie le tweet et automatiquement il rejoint le fil général. Donc on a également la possibilité de retrouver nos différents tweets dans la page vos abonnements. Et là on aura uniquement les tweets des personnes que l'on a suivies. Donc, par exemple, ces tweets là sont bien évidemment affichés suivant l'ordre de création. Et si je décide de ne plus suivre un profil en particulier, je clique sur ne plus suivre. Automatiquement, il disparaîtra. Et comme ça, je peux décider de ne plus suivre personne, par exemple. Donc, de la même façon, si le Twitter nous concerne, le tweet plutôt nous concerne, on n'a pas ce bouton-là. Aussi, si je décide de cliquer sur un compte en l'occurrence, donc par exemple le mien, je vois les derniers tweets du profil, donc là comme c'est le mien, je ne peux pas le suivre. En revanche, si je clique sur un profil autre, j'ai la possibilité de voir ces différents tweets, mais surtout de le suivre. Et automatiquement, je vais retrouver ce profil-là dans mes abonnements. Enfin, si par exemple j'écris quelque chose qui dépasse les caractères voulus, on va afficher le nombre de caractères et on passera le bouton à disabled, de façon à ne pas pouvoir envoyer des tweets qui ne soient pas qui soient au-dessus du nombre de caractères désirés. Et enfin, si on n'a rien écrit sur notre texte arrière, on ne peut rien envoyer. Voilà. Donc voilà comment, à quoi va ressembler notre application. Donc je vous retrouve de suite pour la mise en place de notre projet. Donc nous nous retrouvons avec une installation fraîche de Laravel 8, avec également une base de données que j'ai créée qui s'appelle Twitter, celle-ci avec un i, Twitter avec les deux et ma base de données test, on n'utilisera pas celle-ci. J'ai ouvert l'application avec mon éditeur favori, Visual Studio Code, et on est parti. Donc première chose à faire, on va avoir besoin d'installer le système d'authentification. Et par la même manière, on pourra installer l'adaptateur Vue.js qui s'appelle Inertia.js. Donc pas de panique, ça nous aide juste à développer notre application avec Vue.js. Dans tous les cas, on fera du Vue.js au niveau du front. Donc c'est parti, on va aller jeter un coup d'œil à la documentation pour installer tout ça. Donc je vais Google Laravel Jetstream. Donc, ici on me dit que je peux installer Laravel Jetstream qui va me donner un système d'authentification et aussi on me donne les stacks qui sont disponibles. Donc on aurait pu utiliser Livewire et Blade, mais pour cette série on va utiliser Inertia.js et Vue. Donc ce qui va être important de faire, ça va être déjà de se rendre dans la page d'installation. Donc installing Jetstream et on fait un composer require Laravel Jetstream. Donc je vais copier cette ligne de commande et l'envoyer dans mon dossier via ligne de commande. On se retrouve après installation de la librairie. Donc maintenant que Jetstream est installé, on va se rendre toujours sur la documentation et on va sauter l'étape installer Jetstream avec Livewire. On va plutôt dire je veux installer avec Inertia. Et là, on se rend compte que on a une commande PHP Artisan qui s'est débloquée, qui va nous dire, je précise, la stack Inertia pour l'installation de Jetstream.
Donc je n'utilise pas la seconde ligne de commande qui me donne un drapeau ---- Teams parce que je ne souhaite pas installer le système d'équipe avec. Donc quand la configuration et les migrations auront été créées avec cette ligne de commande, on sera prêt à faire un npm install et npm run dev de façon à pouvoir installer les librairies et compiler tout ça. Ça va nous permettre tout simplement de se retrouver avec le système d'authentification prêt ainsi que Vue.js de prêt pour pouvoir créer nos composants et travailler avec. On aura besoin de faire un PHP Artisan Migrate parce qu'on aura de nouvelles tables à ajouter à notre base de données. Mais globalement, on ne s'en occupera pas. Donc maintenant que l'Inertia Scaffolding, c'est-à-dire le système de préparation qui vient avec Inertia est installé, on va avoir besoin de faire un npm install et un npm run dev. Donc npm, c'est le système, plutôt le gestionnaire de paquets de Node, donc vous avez besoin de Node. Par exemple, si vous faites Node-V, vous devriez avoir une version qui s'affiche. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas accès à npm. Et je vous renvoie sur le site de Node.js pour installer ce package suivant le système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez. Donc c'est une commande un petit peu longue, donc ce que je vais faire, c'est taper npm install, envoyer ça, puis ensuite je taperai un npm run dev pour pouvoir compiler le reste. Ou alors directement npm run watch, ce qui va me permettre de compiler, et par la suite, si on tape quelque chose dans du JavaScript, il va recompiler à la volée, donc il va écouter nos modifications. Donc ce que je vais faire, c'est déjà un npm install et ensuite un npm run watch. Et je vous retrouve après ça. Donc voilà, j'ai terminé par la commande npm run watch et tout a été compilé au niveau de mon JavaScript. Donc maintenant, si vous vous rendez sur votre application, vous allez avoir un problème parce qu'il va chercher des tables, comme table session, tables qui n'existent pas encore dans votre base de données. Tout simplement parce que Laravel Jetstream utilise davantage de tables qu'il va falloir installer, migrer avec la commande PHP Artisan Migrate. Donc avant de se faire, faites bien attention de renseigner les bons identifiants au niveau de votre fichier d'environnement. Donc de le fichier .env que vous retrouverez à la racine de votre application. N'oubliez pas de renseigner les bons identifiants. Moi c'est fait, j'utilise une base de données Twitter, donc comme le vrai Twitter. Le username c'est root et je n'ai pas de mot de passe. J'utilise bien MySQL. Donc je vais ouvrir un deuxième terminal et faire un PHP Artisan Migrate. On voit qu'il va me migrer tout un tas de nouvelles tables, dont la table Sessions. Et si je réactualise, on voit maintenant qu'on se retrouve avec l'application. Et cette fois-ci, j'ai la page Register qui est OK et la page Login qui est OK. Donc on va directement se créer un compte. Je vais l'appeler nordcoders, nordcoders@gmail.com. Et au niveau du mot de passe, ça sera tout simplement password. Et je vais cliquer sur Register, juste pour tester les choses. Et effectivement, on voit que tout fonctionne. On a maintenant un système qui nous donne un dashboard, propulsé par Vue.js, par le biais de Inertia.js, et un système de profil, de connexion et d'authentification complet disponible. Donc on est prêt à attaquer la prochaine partie. Donc désormais, on va passer à la création de modèles. De la migration, on va se faire des factories et on va afficher nos tweets. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se créer le modèle tweet. Le modèle user existe déjà, il a même déjà une factory à son actif, donc pas de souci. On va s'intéresser au modèle et pour le faire, on va faire un PHP artisan make .model et je vais indiquer tweet de cette façon-là. Et je vais rajouter le drapeau moi-même pour qu'il me fasse également un modèle, donc une migration, et le CSS me crée par la même occasion un contrôleur. Contrôleur qui sera le seul contrôleur de l'application qu'on utilisera pour afficher les tweets, les abonnements, etc. On est parti, j'appuie sur Entrée, et normalement, si on se rend dans le dossier database, Migrations, alors là il charge un petit peu, et on a déjà une migration qui va nous permettre de créer déjà une table qui s'appellera Tweets.
Aussi, on a maintenant un dossier models qui se trouve dans app, qui pour le coup contient nos différents modèles. Donc on avait déjà le modèle user et maintenant on se retrouve avec le modèle tweet. Très bien, on utilisera ces modèles pour implémenter nos relations. Et de la même façon, dans le dossier HTTP qui se trouve dans le dossier app, on a un dossier controllers et on a un tweet controller qui étant du coup de la classe controller, qui elle-même étant de base controller et qui bénéficie de tout un tas de fonctions. C'est impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est directement s'occuper de nos migrations. Donc je vais fermer ces différents panels là. Je ferme tout ça et maintenant on s'attaque dans Database aux migrations. Donc au niveau du user, pas de souci, on va pas aller modifier cette table, elle a déjà beaucoup de choses et on n'aura pas besoin de beaucoup plus. En revanche, on va rajouter juste un champ tout bête qui sera, on va dire, un string ou un texte. Et ces textes-là, enfin en tout cas cette table-là, sera une chaîne de caractères riche et on lui donnera content. Voilà, tout simplement. Et ça ne sera pas annulable. Ce sera tout pour notre tweet. Le tweet finalement n'a que ça. En revanche, il n'a que ça à présenter. En revanche, il a besoin d'un utilisateur. Il va falloir l'associer à celui qui aura émis le tweet. Et pour ce faire, on va devoir rajouter une clé étrangère. Donc en utilisant la fonction foreignID. Et on va dire que c'est le user ID. Donc automatiquement, si on chaîne avec la méthode constrained, Laravel sera capable de dire, bah ici c'est une clé étrangère, c'est-à-dire une clé qui dépend d'une autre table, en l'occurrence la table users, et la clé sur laquelle on veut référencer tout ça, c'est l'ID. Comme ça, il sera facile de récupérer l'utilisateur qui aura émis ce tweet. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper de nos modèles. Donc, toujours dans le dossier app, http models, voilà, app models, on va s'occuper du tweet. Donc le tweet appartient à un modèle user. Donc on va faire un public function user au singulier car il n'y en aura qu'un seul et on fera un return this belongs to et là on met le modèle auquel il appartient. Donc on peut passer carrément comme ça user class. En revanche, on n'oublie pas d'importer le app models user. Donc là, je viens d'utiliser CTRL-ALT-I grâce au PHP Name Resolver, qui est une extension disponible sur Visual Studio Code, ce qui me permet d'afficher les différents modèles pour use directement mes classes PHP. Et là, je vais sélectionner app models user, j'appuie sur Entrée et je me retrouve avec le bon use. Donc là, on a bien dit que un tweet appartient à un utilisateur. En revanche, on ne va pas oublier notre modèle user et cette fois-ci, tout en bas, on va lui faire un public function tweets et on fera un return de this as many parce qu'il aura plusieurs tweets. Donc ça sera une relation as many et on va lui dire c'est la classe tweet, mon modèle tweet. Donc tweet classe. Toujours en faisant CTRL-ALT-I, j'importe mon app models tweet. Donc là, il n'y avait qu'un seul modèle tweet, contrairement au modèle user, qu'une seule classe tweet, pardon. Donc il va le use directement. Et ensuite, comme de toute façon les tweets, on va les récupérer dans un certain ordre, on peut chain directement order by. Donc on va décider de les afficher par le champ created at qui sont créés par la fonction timestamps qui est une fonction que l'on retrouve au niveau de nos différentes migrations. Donc si on va sur le tweet, ici on a la table timestamps qui va nous fournir là, qui va créer deux champs, qui sera le champ, enfin plutôt deux colonnes qui seront les colonnes created at et updated at. Voilà. Et on veut que ce soit décroissant, de façon à avoir les tweets les plus récents à chaque fois. Donc au niveau de nos relations, pour l'instant, c'est tout. On verra ensuite
comment complexifier le tout lorsqu'on aura un système de following. Mais pour l'instant, ça nous suffira pour afficher les tweets avec leurs utilisateurs. Donc maintenant, on va passer à la création de nos factories. Donc, nos factories vont nous permettre de créer des données de tests, de fausses données, pour pouvoir déjà avoir de la matière à stocker dans notre base de données. Donc ici, on a notre user factory qui existe déjà, qui est dans le dossier factories, lui-même dans le dossier database. On voit ici qu'on a un protected model, donc on met directement dans cette variable protected le nom de la classe, donc user class, le nom complet. Et ensuite, on a une public function definition qui va retourner un tableau et on va mettre en clé pour quel champ on veut créer des fausses données. Et ensuite, on utilise la librairie faker auquel on accède en faisant this faker name. D'ailleurs, en regardant ça, ça me fait penser que pour éviter des soucis lors de la création de nos données, on va avoir besoin au niveau de notre modèle de préciser une variable protégée. Donc là, je vais créer une variable protégée, un attribut protégé en protected qui s'appellera guarded et que je vais mettre en tableau vide. Ce qui signifie que lorsqu'on va créer des données pour nos utilisateurs, on pourra créer avec n'importe quel champ. Donc que ce soit un champ content, created at, user ID ou quoi que ce soit. Ici, je vais réitérer cette opération au niveau de mon utilisateur. Donc on a déjà une variable fillable, donc a priori la variable protected fillable contient déjà les noms en revanche pour lesquels on autorise la création à la volée. Donc je ne vais pas rajouter de guarded ici. Je pense que ça ferait un conflit et de toute façon je préfère conserver ça comme ça fonctionnera. Donc là on a besoin du nom, d'un email et d'un password, on n'aura pas a priori plus de données à créer comme ça à la volée, donc impeccable. En revanche pour le tweet, je vais laisser guarded à vide. Donc on va revenir sur nos factories et ce qu'on va faire c'est maintenant qu'on a directement la factory de l'utilisateur fournie par Laravel, c'est se créer dans une nouvelle ligne de commande une factory pour notre Twitter, notre tweet plutôt. Donc on va faire un php artisan make de .factory et ensuite je vais utiliser le drapeau modèle et je vais lui dire maintenant tu vas me créer une factory pour le modèle tweet. Si j'appuie sur entrée, alors bien sûr j'ai oublié le nom, donc on va l'appeler tweet factory et on enchaîne avec le drapeau. Il me dit que la factory a été créée avec succès et j'ai dans ce même dossier factories maintenant un tweet factory. Donc le fait d'avoir ajouté le drapeau tweet, ça va me permettre ici je vais me retrouver avec déjà la variable protégée tweet d'intégrer. Donc ce que je peux faire c'est directement dire au niveau du content, voilà, je veux un this, là j'utilise la librairie faker et là je peux utiliser par exemple, voilà, ça va me générer automatiquement un faux texte. Donc maintenant, pour faire fonctionner ces différentes factories, eh bien, on va utiliser le troisième dossier qui se trouve dans Database, c'est le Database Seeder. Et donc le Database Seeder va se permettre du coup de faire run, avec une fonction run, de faire marcher, de faire fonctionner ensemble toutes nos différentes factories créées précédemment. Donc par défaut, là j'ai décommenté ce que Laravel nous a donné, c'est-à-dire un user factory create, donc il va automatiquement créer 10 users sur 10 users automatiquement. Seulement moi j'aimerais donner plusieurs tweets à chacun de mes users. Et ça c'est possible, il suffit de retirer le point virgule et de chain avec la méthode each. Et ça va me permettre de dire, voilà, pour chaque utilisateur, je vais du coup rajouter 5 tweets, on va se dire 5 tweets pour chaque utilisateur créé. Donc a priori on utilise une fonction, donc une clausure pour continuer dans notre fonction each. Moi ce que je vais faire c'est utiliser la fonction fléchée, donc fn flèche de cette façon, qui accueille du coup
le user fraîchement créé. Donc ça, c'est une façon d'écrire une fonction fléchée de PHP qui est disponible depuis la version 7.4. Donc, si vous n'avez pas cette version-là, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Et dans ce cas-là, vous utiliserez la closure simple qui serait avec les accolades, de cette façon. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, on part sur un FN user. Et qu'est-ce que je fais de cet utilisateur? Ben, je vais lui dire, tu as une fonction tweets, d'accord, qu'on avait créée dans notre modèle user. Donc, il a plusieurs tweets, ici. Je vais chain sur save many, qui va me permettre de sauvegarder dans le cadre d'une relation as many. Et à l'intérieur, ben, je vais juste lui dire /app models tweet. Donc j'appelle simplement mon modèle tweet, et là je fais un factory 5 et je chain avec la méthode make. Voilà. Et là j'oublie pas de remettre le point virgule que j'avais retiré. Ce qui va me permettre pour chaque user créé, et il y en aura 10, de lui lier avec la relation asMany, la relation tweets, 5 tweets qui seront fraîchement créés et qui auront donc pour le coup auront le user ID remplacé par l'ID de l'utilisateur en cours. Donc maintenant on est parti, on va pouvoir migrer tout ça en faisant un PHP artisan db2.seed. Alors a priori voilà, il ne va pas trouver, il va avoir des soucis parce qu'on a oublié de faire un PHP artisan migrate puisqu'il faut migrer la donnée tweets, la table tweets qu'on venait de créer. Voilà, donc là il va me créer ma base tweets, ma table tweets, et maintenant on peut refaire PHP artisan dbseed. Et on est parti. Et là, il est en train de me créer mes utilisateurs et mes tweets, et on voit que le database seeding completed successfully, tout a fonctionné parfaitement. Donc ce que je vais faire pour en avoir le cœur net, c'est me rendre dans ma base de données, de regarder mon Twitter, donc on va réactualiser tout ça, et on a effectivement donc des users, très bien, et on a également ici des tweets. Donc on voit à chaque fois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 tweets qui appartiennent à un utilisateur. Voilà. Donc là, on ne se retrouve pas forcément avec le nombre voulu, tout simplement parce que il a d'abord créé des premiers utilisateurs et puis ensuite il a vu que la table tweets n'existait pas, donc il a relancé l'erreur, il a soulevé l'erreur après avoir créé déjà des utilisateurs. Mais a priori, si on relance tout correctement, donc on va le refaire, on va faire un PHP artisan et là on va utiliser migrate refresh où il va rollback toutes les tables et il va ensuite les remigrer. Et on va se retrouver avec des bases de données vides et on pourra refaire un PHP artisan db2.seed et on se retrouvera avec le nombre d'utilisateurs escompté. On va réactualiser tout ça. Donc les utilisateurs, il n'y en a plus, les tweets, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Et là, on est parti. On va se faire un PHP artisan dbseed et on va voir qu'on va se retrouver avec le nombre voulu, c'est-à-dire, il me semble, une dizaine d'utilisateurs. Donc je réactualise, on se retrouve bien avec 10 utilisateurs et donc 50, puisqu'on en a 5 par utilisateur, 5 x 10, 50, impeccable. Et du coup, mon compte NordCoders n'existe plus. Si je réactualise, il va me renvoyer sur le login. Donc moi, je vais revenir sur Registers et je vais recréer mon compte NordCoders, nordcoders@gmail.com, le password. Donc moi, je n'ai pas de tweets pour l'instant et j'enregistre. Impeccable. Donc maintenant, on est prêt à afficher fièrement nos tweets avec nos utilisateurs. Donc première chose à faire, on va déjà jeter un coup d'œil à nos différents nouveaux dossiers. Donc dans le dossier Resources, j'ai un dossier JS et ce dossier JS contient maintenant plein de choses. Il contient déjà un dossier Jetstream
dans lequel on retrouve déjà des fichiers view que l'on pourra qui est simplement et déjà un lien qu'on pourra styliser. Donc il bénéficiera ici de différentes clauses comme le 2.href ou le 2.class qui nous permettra de rajouter un lien facilement et des classes facilement. Donc on voit ici le nom de notre composant, c'est le inertia-link. Donc si on a envie de l'utiliser, c'est bien ce nom de composant là qu'il faudra utiliser. Et on voit le système de slot de Vue.js qui nous permettra de remplir ce qu'on veut à l'intérieur. Donc ça c'est parfait. On a bien sûr d'autres composants comme les composants button, mais ça je vous laisserai voir pour le reste. On a également le dossier layout qui est tout simplement le dossier qui contient le layout général. Donc c'est également lui qui contient ici ce menu là. Donc on se retrouve avec le navigation link ici. Voilà. Donc par exemple si on a envie de rajouter quelque chose, on peut dupliquer ce lien. Et là si j'enregistre, il faut faire attention de toujours avoir le npm run watch en cours ou de refaire manuellement un npm run dev pour recompiler tout ça. Si je réactualise, j'ai un deuxième dashboard. Ça, c'est pas très intéressant. On va plutôt marquer ici tweets. Voilà. Et ça sera la route, une route qui n'existe pas, donc on va en profiter pour la créer. Donc cette route nous mènera à tweets.index. Alors cette route, on va bien sûr la créer juste après. Et on aura du coup le lien actif dans le cas où on se retrouve bien sur tweets.index. Voilà. Donc là, si je réactualise, il va me dire c'est bien joli de m'avoir donné ce lien, mais ça n'existe pas. Alors il ne nous le dit pas vraiment explicitement parce que on utilise du JavaScript, donc il va plutôt nous le dire dans la console. Et il nous dit tweet.index n'a pas été trouvé dans la liste des routes. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est simplement aller se créer la route. Et juste avant, on a un dossier aussi qui va nous intéresser, c'est le dossier Pages qui contient simplement les différents composants Vue tels qu'on veut les afficher. Voilà, donc on a le dossier Profile par exemple qui nous sert à afficher le profil de l'utilisateur, mais on n'ira pas dedans, nous on créera notre propre dossier. Par exemple, vous pouvez créer le dossier Tweets ou tweet, comme ceci. Ça dépend de votre convention de nom. Mais ceci étant dit, on va se rendre dans notre dossier routes et dans web.php pour se créer une nouvelle route. Donc là, pour l'instant, je vais créer cette route ici, juste en bas. Peut-être qu'on aura l'occasion de le passer en middleware. Il y aura forcément des routes auxquelles les utilisateurs non connectés n'auront pas accès, mais là pour voir les tweets, c'est libre à vous de voir. Dans ce cas là vous pouvez rentrer la route ici, mais pour l'instant je vais la créer là. Donc on va se dire qu'on a une route en get qui sera tout simplement tweets, et ça va appeler notre tweets controller. Donc il est dans app http controller tweet controller. Donc on va simplement passer un tableau en disant tweet controller, et là on voit bien que automatiquement mon Visual Studio Code a mis le use juste au dessus, app http controllers tweet controller. On va rajouter 2.2.class et on va rajouter l'action. Donc l'action, je vais appeler simplement la fonction index. Voilà. Ce que je vais faire, c'est nommer cette route. On avait dit qu'on l'appelait tweets.index. C'est ce qu'on avait indiqué dans notre layout, dans notre barre de navigation dans le layout. Donc je vais enregistrer, je vais réactualiser, et là, automatiquement, ça fonctionne parce que la route maintenant existe. Maintenant, si je clique dessus, il va me dire, j'appelle une fonction index qui, elle, n'existe pas. Donc bien sûr, c'est maintenant l'heure de la créer au sein de notre contrôleur. Donc je vais me rendre dans le tweet controller et je vais créer cette fonction. Donc je vais faire une public function index, et pour l'instant on va pas faire quelque chose de compliqué. On verra plus tard, après avoir mis le système d'abonnement, si la personne suit ou ne suit pas, ou si elle a décidé par exemple de s'abonner, si la personne est suivie ou la personne suit l'utilisateur actuel. On rajoutera de la complexité dans nos requêtes plus tard
en tout cas, pour l'instant, on va juste récupérer les tweets. Donc on va se créer une variable tweets. Et dedans, on va appeler notre modèle tweet, et on va chain avec la méthode with qui nous permet d'appeler une relation. Donc dans notre modèle tweet.php, on a une relation user. Moi j'ai envie de récupérer l'utilisateur avec mes tweets, parce que comme ça je peux l'appeler dans mon fichier view. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un with et passer la relation, c'est-à-dire user. Attention, il n'y a pas de s. De cette façon. Et si je fais un dd de tweets, je réactualise, je clique sur tweets, on voit ici, donc j'ai le builder, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir que je fasse un get pour récupérer les bonnes informations. Et je reclique sur tweets, j'ai maintenant les arrays, c'est-à-dire que j'ai un tableau, un array, qui contient mes 50 tweets. Et pour chaque tweet, à l'intérieur de notre modèle, on a une relation user, ce qui va nous permettre, dans notre view.js, de récupérer astucieusement l'utilisateur et au sein duquel on a possibilité de récupérer n'importe quel attribut, comme le nom. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter dans notre vue. Donc pour rendre maintenant une vue Vue.js avec nos tweets, on va faire un return inertia. Et là, on n'oublie pas de faire un use inertia /inertia, render, donc la fonction render, et on doit lui indiquer le composant. Alors le composant, un dossier JS, un dossier dans le dossier JS plutôt, et il s'appelait, alors dans pages, on avait tweets. Donc on va indiquer à partir de ce dossier pages. Pas besoin d'indiquer le dossier JavaScript, forcément le composant se trouvera dans le dossier JavaScript. Donc pages, tweets. Ou même on va carrément mettre tweets/index. C'est notre dossier tweets et ça sera notre index.view. Donc ça, c'est une vue qui n'existe pas et ça sera ça notre fichier Vue.js. On le créera après et ce qu'on peut faire, c'est passer directement des propriétés à notre Vue.js depuis le contrôleur. Et c'est ça qui est vraiment plutôt énormissime avec Inertia.js, c'est qu'on ne s'embête plus maintenant à se créer des API, à faire des appels à droite à gauche. Tout ça, ça fonctionne sous le capot. Nous, on a juste à récupérer nos relations, nos données en base de données et à faire un return inertia render. On lui dit je veux ce Vue.js là avec ces vues là. On aura juste une petite manipulation à faire, c'est rajouter tout ça en propriété. Mais ça, aucun souci. C'est beaucoup moins contraignant que ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Donc moi, je veux récupérer une propriété tweets et je lui dirai que ce sera ce que contient ma variable tweets. Voilà. À partir de là, je peux créer mon fichier view.js. La dernière étape, ça va être de se rendre dans notre dossier tweets et de créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.view. Alors attention, le nom de ce fichier auquel on doit retirer le .view doit être raccord avec ce que vous avez indiqué ici, dans votre inertia render. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est jeter un petit coup d'œil aux autres, par exemple, composants Vue.js, et on peut voir qu'ils héritent tous, du coup, du app layout. Donc ce qui peut être intéressant, ça serait par exemple de récupérer le code qu'on trouve dans show.view et de le coller dans notre index.view. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a ici un template header. Donc ce template header, c'est simplement un système de slot, comme vous pouvez le récupérer dans Layouts app layout. Si vous faites header, vous voyez ici que vous avez un slot name header. Et ça, c'est juste une petite partie HTML que vous retrouvez à ce niveau-là. Donc ça peut être bien pour écrire mes derniers tweets ou les derniers tweets par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Donc on va juste dire les derniers tweets. Au niveau du style, on va utiliser Tailwind CSS. Donc là, en l'occurrence, les classes utilisées sont celles-ci de ce framework là et sont donc un font semi-bold qui est utilisé
pour faire apparaître le style en gras. Donc on voit bien que la fonte, la police d'écriture est pas mal grasse. On a un texte XL qui correspond du coup à un texte beaucoup plus grand que la moyenne. Un text gray 800 qui est un texte en gris très foncé à la limite du noir et un leading tight. Donc au niveau du leading tight, il me semble que c'était surtout une histoire de line 8. Donc on va regarder sur la documentation de Tailwind CSS, voilà. Et si vous avez un doute sur une classe ou que vous cherchez une classe ou que vous connaissez une classe en PHP ou en CSS, excusez-moi, et vous voulez avoir son équivalent sur Tailwind CSS, eh bien vous pouvez aller sur la documentation. Si vous avez des soucis avec les margins, vous tapez margin et vous avez toute une documentation extrêmement bien faite. Et là on voit qu'on a un leading tight, c'est-à-dire qu'il correspond là à un line 8 de 1.25, voilà. Donc c'est la hauteur de ligne. Donc ça, on va conserver ça. Ce template là est OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est peut-être retirer ici cette partie ici et peut-être s'inspirer par exemple du dashboard qui a un PY de 12. Par exemple, on peut facilement indiquer que notre div ici a un PY de 12, c'est-à-dire que on a un padding en haut et en bas de 12. Un padding assez élevé pour pouvoir faire très certainement respirer le contenu principal. Et ensuite, ce qu'on va se faire, c'est fermer ça. Et au niveau de l'import, alors on va avoir besoin d'importer l'app layout. Donc on a besoin de faire dans la partie script un import app layout from layouts app layout, ce qui va nous permettre pour le coup d'utiliser cet app layout, ce composant là. Donc on peut retirer tout le reste, on n'en aura pour l'instant pas besoin. Au niveau de l'export, on n'a pas besoin de passer des sessions. Et au niveau des composants, on a juste besoin à ce niveau-là de l'app layout. Et au niveau des props, j'aime aller passer de cette façon-là en disant props et les propriétés à passer viennent de notre tweet controller ici et on a bien une propriété tweets. Donc je vais juste dire j'attends un tweets et on peut même type int tout ça en disant bah, c'est un tableau. Voilà. Et ce qu'on va faire pour l'instant, c'est juste afficher nos tweets de cette manière. Donc on va enregistrer. On n'oublie pas de toujours laisser le npm run watch de façon à compiler le tout. Et on va réactualiser tout ça. On va surtout aller sur tweets. Voilà. Et là, on se retrouve avec les derniers tweets et l'héritage de notre app layout et tous les tweets. D'ailleurs, si on fait un petit contrôle CTRL F et qu'on cherche user, on voit dans notre JSON qu'on récupère exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'utilisateur de chaque tweet. Voilà. Donc là, on a toutes les informations récupérées depuis notre contrôleur et on peut naviguer comme ça. Et vous voyez que en naviguant du dashboard au tweet, il n'y a pas de rechargement de page. Donc on est vraiment sur quelque chose de très réactif, de très dynamique. Donc ça va être l'occasion ici de passer les informations, donc les tweets, dans cette partie-là. Donc j'avais préparé au préalable, c'est aussi quelque chose que vous pourrez récupérer sur le projet en ligne, qui est très certainement en description de cette vidéo, un fichier design.view, donc que je vais récupérer volontairement pour ne pas perdre du temps à taper les classes, parce que quand on utilise Tailwind CSS, il y a pas mal de classes, donc je préfère ne pas perdre de temps sur ça. Et vous montrer un peu tout ça. Et vous l'expliquer bien évidemment. Donc au niveau, donc c'était juste un petit fichier design.view, vous ne l'avez pas, c'était juste pour sauvegarder une partie du code. Donc à l'intérieur de ma div avec la classe auquel j'ai donné un padding en haut et en bas de 12, j'ai une autre div auquel j'ai donné un max width de 3XL, c'est-à-dire une largeur maximale de 3XL qui est relativement restreinte, ce qui va nous permettre de créer une petite colonne. Le MX Auto est une classe de Tailwind CSS qui va nous permettre de centrer le tout. 6, c'est-à-dire un padding à gauche et à droite de 6 dans le cas où on est sur un petit périphérique et sur les périphériques grands, on a un padding à gauche et à droite de 8. Donc tout ça, ça nous permet de resserrer nos tweets.
Ensuite, on a une div donc, sur lequel on a fait un vFor, donc, comme classiquement on pourrait faire dans un Vue.js, puisque c'est un fichier Vue. Et on récupère nos tweets, c'est-à-dire la propriété que l'on récupère depuis notre contrôleur et qu'on a envoyé ici. Donc on va juste boucler sur nos tweets. On a vbind key le tweet ID parce qu'on est obligé de binder une clé pour éviter d'avoir, en tout cas moi j'ai pas un message d'erreur mais il me souligne en rouge. Et au niveau de la classe de ce tweet, c'est pas compliqué. On a donc une classe flex qui va me permettre de disposer les blocs sur une ligne, un item center qui va me permettre de les centrer sur la verticale, un space x4 qui va me permettre pour le coup d'avoir mes éléments un petit peu espacés, donc on aura l'image qui sera un petit peu espacée. Je peux facilement récupérer mon utilisateur qui est eagerloadé avec Eloquent en faisant un tweet.user et ensuite je récupère l'attribut que je veux depuis mon utilisateur, le name par exemple. Donc ensuite on a un BG White pour donner un fond blanc, mais de toute façon le fond était blanc sur l'application. Un overflow hidden pour cacher ce qui dépasse, cacher les éléments qui dépassent. Un rounded qui est une classe qui permet d'arrondir les bords, un rounded be none qui me permet de ne pas mettre le rounded sur le bottom, c'est-à-dire sur le bas de l'élément, ce qui va me permettre de créer un effet de border un petit peu plus sympathique que de juste faire des cartes à la suite avec des espaces. Un border b2 qui me permet justement de créer un border juste en bas de 2, donc ça correspond à une certaine taille en pixels, et de colorer ce border en gray 200, c'est-à-dire en gris assez clair. Donc un PY6 et PX4, maintenant vous savez ce que c'est. Donc les éléments que j'aligne sont l'image, donc qui ont un height 16 et un width 16, donc ça nous permet de faire un carré, donc une hauteur de 16 et une largeur de 16. C'est une bonne pratique à faire avec Tailwind CSS lorsque vous avez besoin de manipuler des images, des logos, des choses comme ça, parce qu'elles sont beaucoup plus malléables. Vous pouvez les utiliser, les manipuler beaucoup plus facilement. Donc ici, au niveau du SRC, donc on vient récupérer la source de l'image, donc c'est le tweet user qui permet de récupérer l'utilisateur du tweet, et on a l'attribut profile photo URL qui a déjà été créé en amont par Laravel et Jetstream. On a un flex call qui a une width de 2 tiers, donc ça c'est mon deuxième élément, c'est-à-dire que cet élément là, du coup, est composé à une width de 2 tiers. Donc forcément, il va occuper les 2 tiers restants dans notre flex. Le flex, vous le connaissez, le flex call, c'est juste pour les aligner, mais sur la verticale. Donc pour en faire un peu les empiler l'un sur l'autre. Et ce qu'on veut empiler, c'est le username. Donc là, c'est un lien pour l'instant, donc qui ne donne vers rien du tout. On peut mettre href dièse. Plus tard, on l'utilisera pour consulter le profil. Donc je veux tout bêtement afficher le nom de la personne qui a tweeté, donc tweet username. Maintenant, vous savez, on interpole tout ça avec des doubles accolades. Et ensuite le span, donc il y a une fontzine pour que ce soit un tout petit peu plus fin au niveau de l'écriture. Le text gray 400, maintenant vous savez. Donc au niveau de la création, on met un petit point, on met le tweet created at. Donc ça va me permettre de renvoyer le created at, la date de création. Enfin, on se retrouve avec un autre élément dans notre flex, le dernier, qui est le contenu. Donc le contenu du tweet, tweet.content. Donc un texte SM pour avoir un texte small, un texte plus petit que les autres, et le reste, vous savez. Enfin, on utilisera un lien pour plus tard mettre en place le système d'abonnement, donc pour follow, unfollow un utilisateur. Donc là, on a des classes, a priori, vous les connaissez. Rien de nouveau, si ce n'est le hover qui permet de rajouter un petit style au niveau du survol de la souris, mais tout ça, on verra ça lorsque on attaquera cette partie-là, mais en tout cas, je l'affiche. J'ai gardé ici la clause préserve scroll, ce qui me permet de conserver, enfin de rester à l'endroit où je suis lorsque je clique sur suivre, ce qui m'évite, quand on mettra en place ce système, de remonter directement sur tout en haut de la page lorsque j'ai cliqué sur suivre. Voilà, c'est tout pour l'instant.
Donc je peux enregistrer, et maintenant que mon style est prêt et qu'on boucle sur nos tweets, on peut réactualiser. Et on se retrouve avec un mur, voilà, qui contient nos 50 tweets. C'est impeccable. Donc ce bouton là pour l'instant ne fonctionne pas, aucun souci. On a un lien qui ne fonctionne pas non plus, donc ça c'est des fonctionnalités dont on va s'occuper dans les prochains instants. En tout cas ici on a juste un petit souci, on a besoin ici de formater la date, qu'elle soit un petit peu plus présentable. Donc ça, on va pouvoir le faire directement depuis le modèle. Donc on va revenir sur notre modèle tweet, donc app models tweet, et ce qu'on va faire c'est se faire une public function get created attribute. Ça va nous permettre de réécrire la façon dont on get, le getter de notre date, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc la petite astuce ici, ça va être de passer la variable date, qui automatiquement va être injectée par Laravel dans cet attribut là. Et ce qu'on peut faire, c'est return, et on va utiliser la librairie Carbon. Donc on n'oublie pas en haut de faire un use carbon /carbon, librairie qui va nous permettre de formater extrêmement facilement notre date. Donc on a besoin déjà de parser notre carbone. Donc il attend ici quelque chose qui est de l'acabit de notre date. Donc si je clique sur parse, on voit ici qu'on attend dans les paramètres une chaîne de caractères, donc time, une date time interface. Donc c'est exactement ce que va injecter Laravel ici, donc on peut le lui passer. Et ensuite, alors du coup c'est pas parse, c'est date. On parse le date et dessus on peut utiliser format. Et on va pouvoir formater très facilement ici notre date. Donc on peut lui mettre le jour, on peut lui mettre aussi le mois et ensuite l'année. Pourquoi pas. Et là, si j'enregistre et que je réactualise, on a ici le 9 décembre 2020. Donc voilà comment créer et afficher notre fil de tweet. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine étape. Donc dans cette partie, nous allons mettre en place le formulaire pour que la personne connectée puisse poster un tweet et que ce dernier puisse s'ajouter dynamiquement sans rechargement de page dans notre fil. Donc la première chose à faire, ça va être de se créer un nouveau composant dans lequel nous allons pouvoir isoler la logique. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est me rendre dans le dossier resources.js. On a notre dossier pages et à l'intérieur, on va avoir tweets. Donc ce qui serait bien, ça serait de se créer par exemple une vue qui serait create.view. Donc ce que je vais faire, c'est juste dupliquer notre index.view et le renommer en create.view. Donc on ne va pas avoir besoin d'hériter de ce template, puisque globalement ça va juste être un formulaire qu'on va mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est retirer cette partie-là. De la même façon, ici on n'acceptera pas de props. Et puis par extension, on n'accepte même pas de layout. Donc en vérité, on peut même supprimer le components layout et l'import qui est fait dans notre balise de script pour laisser juste l'export default. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement supprimer ici l'app layout et son contenu, se créer une div, et j'ai conservé, comme d'habitude, le design. Donc je vais copier ce design et le coller. Donc on peut retirer pour le coup les divs en trop et on se retrouve avec un formulaire, donc une div qui a un padding en haut et en bas de 6. Ici on retrouve un max width de 3 pixels pour que ce soit raccord avec celui de notre fil ici. On a un mix auto, on se retrouve avec un formulaire. Dans ce formulaire j'y ai placé un text area, donc j'ai mis un placeholder. Voilà, que se passe-t-il? Et au niveau des classes, on a arrondi les bords, on a mis un border, on a mis une widthful de façon à ce qu'ils prennent la taille la plus grande possible. Le padding, le font semi-bold pour avoir une fonte de police, une graisse de police moyennement grasse. Un resize none de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir le curseur en bas à droite de notre text area
pour le redimensionner, et un focus outline none qui nous permet de ne pas avoir de focus quand on clique sur notre text area, notre zone de texte. Ensuite, on a un span qui est dédié aux erreurs. Donc, on verra comment récupérer les erreurs en simultané. Et au niveau de la classe, on a juste mis des margins en haut et en bas de 5, un MY5, et le texte sera rouge. Ensuite, au niveau du bouton, alors ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai créé une div qui du coup a un display flex avec la classe flex qui va centrer les deux éléments à l'intérieur, un space x4 pour mettre un espacement entre ces deux éléments et un justify end pour les caler tout à droite et un petit margin top de 3 histoire que on laisse un petit peu d'espace au-dessus de cette div. Donc cette div elle a deux éléments comme je l'ai précisé, un élément qui est un paragraphe donc où on va indiquer le nombre de caractères restants et qui du coup se calculera grâce à une fonction computed au fur et à mesure qu'on écrira, et un bouton. Alors button-view est une vue qui vient directement de ce composant que l'on avait retrouvé dans resources.js Jetstream. On a directement un button.view. Donc on peut l'utiliser à ce niveau-là. Ça nous donne juste accès à un bouton classique. Je lui ai rajouté une classe bleue. Au hover, donc au survol de la souris, voilà, on change le style. Et le reste, bon, globalement, pas de nouvelle classe, vous connaissez. En tout cas, pas de nouvelle classe que l'on n'ait pas vue. Et j'ai inscrit juste tweet. Voilà. Donc si j'enregistre, bien sûr, on ne va pas apercevoir ce nouveau composant-là. Ce qu'on va faire en revanche, ça va être de le placer à ce niveau-là. Donc entre mon template, donc enfin le template header, c'est-à-dire mon header ici, et le fil. Donc là, je veux insérer mon create form. Ce que je vais faire, c'est juste dire, donc je vais l'importer dans un premier temps, sinon je ne pourrai pas l'utiliser. Donc on va faire un import, et je vais l'appeler tweet create from, et là on va directement le récupérer depuis pages, tweets, et on récupère create. Voilà. Et le component, donc dans le tableau, on va préciser qu'on a un tweet create. Et maintenant, je peux l'utiliser. Donc j'ai plus qu'à formater ici le bon nom. En l'appelant, donc on voit qu'on a importé tweet create, donc ça sera tweet-create. Ce sera une balise qui viendra remplacer, qui permettra d'afficher le rendu de ce fichier .view, create.view. A priori, pas de souci. On va pas oublier de faire un npm run watch, histoire de compiler tout ça. Et maintenant que tout est compilé, on peut se rendre sur notre application. Et là, on se rend compte qu'on a notre formulaire avec le nombre de caractères restants et le bouton. Donc le bouton, pour le coup, n'a pas un style, a pas le style qu'on lui a donné. Alors c'est très certainement parce que à ce niveau-là, j'utilise button -view, donc c'est un nom personnalisé. Alors que à ce niveau-là, notre composant s'appelle juste button.view. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement importer button.view et le renommer en buttonView. Donc on est parti. On va directement faire un import à ce niveau-là. Je vais copier-coller l'import. Alors on va le faire juste en bas du script. Donc on importe, alors c'est pas dans layout, ça c'est bien dans le dossier Jetstream. Donc Jetstream. Et ce qui m'intéresse, c'est button.view. Donc c'est cette vue-là. Et ce que je vais faire, c'est dire, j'ai des components. Et ces components-là, ce sera mon
Alors c'est pas app layout, hein, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler button view. Et on va lui dire, ben, j'ai importé ce component là et je veux l'utiliser. Donc de ce fait, maintenant j'ai accès à un tag qui s'appelle button-view. Alors je l'ai volontairement conservé de cette façon-là. Je l'ai renommé, contrairement à l'inertia link qu'on peut retrouver dans notre index.view. Ici, tout simplement parce que inertia link c'est quelque chose d'assez singulier. En revanche, si j'avais juste gardé le button, ça aurait pu créer des soucis parce que la balise button existe dans tous les cas. Mais bon, après, vous avez juste à récupérer la view que vous voulez dans le dossier Jetstream et vous pouvez l'utiliser, hein, que ce soit l'input, un label. Voilà, vous avez une pléthore ici, une grosse palette de views, de composants directement à votre disposition. Donc si je réactualise, je vois que maintenant tout fonctionne très bien. Donc je suis prêt maintenant à passer au post de mon tweet. Donc première étape, on va se créer la route. Donc si je me rends dans web.php, dans le dossier routes, je vais pouvoir créer une route en post qui sera tweets, qui appellera le tweet controller et qui cette fois-ci appellera plutôt la fonction store. Et on l'appellera tweets.store. Alors ça, c'est une route auquel seuls les utilisateurs authentifiés auront accès. Donc je devrais avoir ici, voilà, j'ai mon petit helper, donc je fais un route 2.2.group, je passe un premier array en argument qui aura la clé middleware, et comme valeur, qui aura un array, et cet array aura comme valeur auth sanctum, puis verified, pour avoir les utilisateurs authentifiés. Ensuite, j'ai une closure pour envoyer à l'intérieur les routes pour laquelle l'authentification est nécessaire. Donc, je vais récupérer ma route en get, juste en supprimant ce petit morceau, et le dashboard, je vais déjà le passer dans mon route group, ainsi que ma route en post que je viens de créer. Je vais la passer en bas. Voilà, donc juste pour tester déjà, je vais ouvrir en navigation privée une page twitter.test/dashboard et je ne devrais pas y avoir accès. Voilà, je suis redirigé vers le login, donc effectivement c'est fonctionnel. Donc maintenant, ce qu'on va avoir à faire, c'est se créer cette fonction store. Donc on va se rendre dans notre tweet controller et on va se créer une public function store qui prendra la request en argument. Et on n'oublie pas ici de faire un use illuminate http request qui a priori devrait déjà être présent dans votre contrôleur, sinon rajoutez-le. La première chose sera bien sûr de vérifier que les données sont correctes. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer notre request et utiliser la fonction validate et on va lui passer différentes rules, donc différentes règles. Donc je vais m'attendre à avoir un content, c'est-à-dire une clé content, le contenu de mon tweet, et il devra répondre à plusieurs rules tels que le require, donc il sera requis, et on va rajouter aussi un max 280 parce que je veux que mes tweets fassent 280 caractères maximum. Enfin, on aura le user ID et on vérifiera juste qu'il sera présent, donc on fera un exist, deux points, là on peut mettre notre table, donc on veut que ce soit existant sur la table users puisque ce sera un ID d'utilisateur et la colonne ce sera l'ID puisqu'on passe l'ID comme le nom de la variable l'indique. Ensuite, pour l'instant on va juste stopper là avant de passer à la création et la persistance de nos données en base de données. On va enregistrer et on va plutôt s'occuper de la vue. Donc je vais fermer mon web.php. Et ce que je vais faire au niveau de mon form déjà, ça va être de lui dire que lorsque je te soumets au add submit, je vais prévenir l'action par défaut avec un point prevent et je vais appeler tweet store. Donc ça c'est une fonction qui n'existe pas et qu'on va créer de suite. Donc au niveau de mon export default, je vais juste faire un methods et j'aurai un tweet store. Pour l'instant, il ne fera pas grand chose. L'idée, ça va être de binder ici notre text area à un modèle. Donc on va faire un vModel et on aura un contenu. Donc c'est le seul vrai vModel dont on aura besoin ici. Donc ça, je vais devoir le stocker en base de données.
le stocker dans notre data. Donc on va faire un data qui retourne un objet. Dans ce cas-là, on aura un content qui sera une chaîne de caractères vide par défaut. Et à la soumission de mon tweet, ce que je vais faire, c'est juste faire un alerte de this content pour voir si les choses fonctionnent comme prévu. Donc, j'oublie pas de toujours faire un npm runwatch pour pouvoir compiler mes fichiers JavaScript, sinon le fichier Vue.js ne sera pas rafraîchi et tout ce qu'on vient d'écrire comme code ne sera pas pris en compte. Donc lorsque ça passe à 100%, je vais pouvoir passer sur mon navigateur et ensuite on pourra tester les choses. Donc en attendant, ce qu'on peut faire, c'est se dire, au niveau de notre span qu'on avait créé, ici on avait effectivement mis des règles. Donc ces règles-là, automatiquement, Vue.js Inertia.js va plutôt les stocker dans nos propriétés et on pourra directement les récupérer, donc dans des propriétés globales, on pourra les récupérer et les afficher à la volée. Donc avant de retourner sur notre application, on va juste vérifier si dans Page, Errors, on a Content. Ce qui voudrait dire qu'on aurait une erreur avec le contenu. Dans ce cas-là, on va simplement afficher ça dans notre span. Et normalement, ça suffit pour afficher les erreurs. Donc j'enregistre, on voit que le npm runwatch m'a recompilé mon projet, je réactualise. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement ne rien écrire. Donc je vais cliquer sur tweet. Alors là, c'est vrai que j'avais fait un alerte. Donc ce qu'on va faire, c'est directement écrire quelque chose. On voit bien que l'alerte fonctionne. Et maintenant, on va juste laisser cette fonction-là vide, on va réactualiser. Je vais cliquer sur tweet. Et a priori, je devrais avoir un message d'erreur. Seulement, je dois envoyer, bien sûr, mon content via la request. Donc pour ce faire, on va se rendre sur la documentation d'Inertia.js et on va voir comment poster les informations. Donc je vais taper post dans la barre de recherche et je vois ici que j'ai un component state. Donc ici, on nous dit comment traiter les différents cas lorsque j'ai envie d'envoyer différentes requêtes avec différents verbes. Donc ici, je peux avoir accès à un Inertia. Donc là, il est en train de parler de la variable globale qui est disponible directement en faisant this Inertia. Donc ça reviendra au même. Alors ça sera plutôt this.inertia. Ensuite, on utilise le verbe post, donc la fonction post. On sait que c'est sur la page tweets, donc la page qu'on a créée, donc la route plutôt qu'on a créée à ce niveau-là, qui appellera du coup notre fonction store. Et enfin, on va pouvoir envoyer tout ça dans un objet en disant content, ce sera this content. Et au niveau du troisième paramètre, le preserve state, qui est passé à true, on va nous le passer à false, il est à true par défaut il me semble, de façon à ne pas conserver ce qu'il y a dans le form et à rafraîchir automatiquement notre composant, ce qui fait que lorsque j'enverrai un tweet, on le verra apparaître directement dans le fil. Donc content.thisContent et on va passer le preserve state à false. Voilà. Et maintenant, j'appelle effectivement cette fonction store. Donc, avant d'envoyer le reste, on va faire attention à bien récupérer tous nos tweets dans un ordre certain. Donc, on va faire un order by created at et on va le mettre en descendant pour avoir les plus récents. De ce fait, notre tweet sera tout en haut. Et les tweets les plus récents seront toujours le plus en haut. Donc maintenant qu'on a bien vérifié ça, a priori on peut tout envoyer. Donc on peut tester les choses, on est parti. Je vais cliquer sur tweet sans rien envoyer et on voit bien qu'on a un content field qui est requis. Si j'envoie plus de 280 caractères, par exemple beaucoup de caractères que je tweete, j'ai le message qui va bien. En revanche, si je marque
coucou les amis et que je tweete, alors là il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini d'écrire notre fonction. Et c'est le moment de persister les données dans notre base de données. Donc on va envoyer déjà notre modèle. Donc tweet, create, donc ça c'est notre fonction qui va accepter un tableau et on va lui dire, au niveau du content, tu vas récupérer le content via la request en faisant un request input content. Et au niveau du user ID, c'est pas compliqué, c'est l'ID de l'utilisateur authentifié. Donc hot user ID comme on a l'habitude de le faire sur Laravel. Et ce qu'on va faire, c'est faire un return redirect route et on va revenir sur tweet.index, donc la page sur laquelle on était. Et on n'oublie pas d'importer la classe qui est ici. Illuminate support facades redirect. J'enregistre et maintenant, si je fais un coucou les amis et que je clique sur tweet, on voit qu'il n'y a pas eu de rechargement de la page et automatiquement notre tweet s'est placé dans le fil. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu de dynamisme au niveau du post de notre tweet. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher les caractères restants en rouge lorsqu'ils passent en dessous de 0. Donc pour ce faire, à ce niveau-là, on va peut-être avoir envie ici d'afficher en direct le nombre de caractères restants. Alors la première étape, ce serait de se dire, je vais afficher un remaining chars qui pour le coup serait une variable, ou plutôt une variable computed, un attribut computed. Pourquoi? Parce que cet attribut computed serait rafraîchi au fur et à mesure que l'on tape quelque chose. Et comme cette variable-là est liée à un content, donc à la longueur de notre contenu, eh bien automatiquement elle se retrouvera rafraîchie lorsqu'on tapera quelque chose dans notre forme, dans notre text area. Donc ce qu'on va faire, c'est se créer une deuxième data qui sera la limite. Donc moi je ne veux pas plus de 280 et on va faire un calcul assez simple en disant j'ai un des computed, des attributs computed et cet attribut remaining char. Donc je vais le copier-coller pour éviter les erreurs. Comment est-ce qu'il se calcule? Je vais retourner la limite, donc this limite moins this content, donc le contenu que j'ai tapé, mais attention, il va falloir récupérer sa longueur, .length. Et automatiquement, si je réactualise et que je commence à taper quelque chose, on voit que le nombre de caractères s'actualise. Alors lorsque je tape beaucoup de caractères et que j'arrive à un caractère négatif, je veux l'afficher en rouge. Donc ça c'est assez simple. Pour ce faire, on va juste revenir au niveau de notre paragraphe qui affiche les caractères restants et on va faire un class. On va ouvrir les simples accolades et on va dire je veux un texte red 500 lorsque quoi? Lorsque remaining chars est inférieur à 0, tout simplement. Donc on va enregistrer tout ça, on va réactualiser et je vais taper beaucoup de choses. Et vous voyez que dès qu'on a dépassé, on est arrivé à un affichage en rouge. Donc de la même façon, j'aurais peut-être envie, alors là il manque un espace, donc on va juste le rajouter. J'aurais envie par exemple de faire en sorte que ce bouton ne soit pas actif, suivant si je n'ai rien tapé, ou suivant si par exemple le nombre de caractères est en dessous de 0. Donc pour ce faire c'est assez simple, on va se rendre sur notre button view, et ce qu'on va faire c'est on va lui dire tu seras disabled si c'est différent de canSubmit. Alors canSubmit n'existe pas encore, on va dire que canSubmit c'est une fonction qui va vérifier que remaining chars est égal ou supérieur à 0, ou alors que this content est quand même présent, qu'il y a une longueur possible, donc un length qui est présent, qui retournera true.
Et si je fais l'inverse de ça, ben, c'est dans le cas où je ne peux pas soumettre d'informations. Et dans ce cas-là, il sera disabled. Donc canSubmit, encore une fois, c'est un attribut computed car il dépendra d'autres données, comme par exemple le remaining cars ou le content. Et dans ce cas-là, il pourra s'actualiser tout seul. Donc en dessous de remaining cars, je vais faire un canSubmit. Et je vais retourner, ben, tu peux soumettre lorsque this content length est exact, donc renvoie true. Donc je ne vais pas mettre égal true, hein. Je vais juste chaîner avec et pour dire ben, c'est true et surtout remaining cars est supérieur ou égal à 0. Donc si on a effectivement 0 en remaining cars, c'est qu'il ne nous en reste pas, mais ce n'est pas non plus négatif. Donc dans ce cas-là, on peut soumettre. Et en mettant un point d'exclamation, eh bien on ne peut plus soumettre. Dans ce cas-là, on passe le bouton à disable. Donc on n'aura pas de style pour un bouton disable. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter mon propre style sur ce composant view. Et je vais le faire avec un style scoped. Et je vais dire ben, tous les boutons de points disabled, qui se retrouvent disabled, auront une opacity à 50%. Ça c'est juste pour le style, pour qu'il soit légèrement transparent. Mais surtout, on va lui faire un curseur not allowed. Et dans ce cas-là, notre flèche sera remplacée par un petit sens interdit et on ne pourra pas soumettre de tweet. Donc on va réactualiser et là on voit qu'on ne peut plus rien faire. Donc je vais pouvoir taper quelque chose. Donc là on voit que c'est toujours transparent. Alors on a une erreur dans la logique. Alors effectivement, j'ai pas fait this remaining cars. Donc on va faire this remaining cars et on va réactualiser. Et on voit que dès qu'on commence à taper, le bouton redevient bleu. En revanche, si je n'ai rien, on ne peut pas soumettre de tweet. Et si je dépasse la limite autorisée, à partir de -1, on ne peut plus soumettre. Voilà. Et auquel cas, on avait traité les erreurs dans notre back-end. Et on va faire un recoucou les amis pour tester les choses. Et je clique sur tweet. Et là, j'ai mon tweet qui est apparu. Donc voilà pour la soumission d'un tweet sur notre application. Bienvenue dans cette énième partie dans laquelle nous allons créer notre système d'abonnement. Donc le principe est assez simple, on peut décider de suivre ou de ne plus suivre un profil. Donc on va rendre ce bouton-là dynamique et ensuite on va pouvoir avoir une nouvelle page dans laquelle on va afficher les tweets des personnes que l'on suit. Donc au préalable, j'ai lancé dans ma ligne de commande un npm run watch pour pouvoir compiler à la volée. Et j'ai préparé déjà ma base de données ici qui est ouverte. Donc on ne va pas se créer la nouvelle table manuellement, bien sûr. On va pour ce faire utiliser les commandes PHP Artisan. Donc on va se créer une nouvelle migration qui va nous permettre d'indiquer quelles sont les différentes colonnes de notre table. Donc je fais un PHP Artisan make .migration et je vais l'appeler create followings avec un S table. Ça va me permettre de me créer une migration pour une table qui se nommerait followings. Donc dans database migrations, j'ai une create followings table. Donc on voit que automatiquement il m'a conservé le nom de followings, donc on sait de quoi il en retourne. Maintenant on va faire un table foreign ID. Et dans l'idée, nous, on aimerait avoir deux champs. Ce serait deux champs importants, mis à part l'ID et les timestamps. Ce serait une clé étrangère user ID qui serait le following, c'est-à-dire l'abonnement, la personne qui est suivie, et une seconde clé étrangère qui serait toujours le user ID, donc référencé sur la table users avec la clé ID, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Cette deuxième serait les followers, follower ID. Donc ce cas-là, ce serait la personne qui suit. Et il est important de faire cette distinction quand on va créer nos relations dans les modèles. Donc pour ce faire, on va juste dire foreign ID, on va le nommer following underscore ID, et au niveau de constraint peut prendre ici un nom qui va nous permettre de pouvoir customiser la table.
et on va indiquer user ID. De cette façon, alors on va plutôt marquer users. De cette façon, on va écraser la table ici et automatiquement, on sait que constraint c'est sur users. Et par défaut, colonne reste ID. Donc on n'a pas besoin de l'écraser, on sait bien que ici c'est users qui nous intéresse. Donc on va dupliquer ceci et on aura donc une deuxième clé étrangère qui sera toujours sur la table users avec la clé ID, mais cette fois-ci ce sera follower ID. Voilà. Et a priori, on va pouvoir ici faire un PHP artisan migrate pour migrer notre table et la retrouver désormais dans notre base de données. Donc dans Twitter, je me retrouve avec followings et ici j'ai bien un ID, très bien, un following ID et un follower ID. Donc pour le coup, impeccable. Au niveau des clés étrangères, on voit que le follower ID, donc c'est bien une colonne qui fait référence à la table users avec la colonne étrangère ID, et pareil pour following ID, ce sera users et ID. Voilà, seulement on a pu différencier les noms. Donc maintenant on va passer à la mise en place des relations entre modèles. Pour ce faire, on va se rendre dans app, models, user. Et en dessous de la public function tweets, on va y inscrire notre nouvelle relation. Donc on va avoir deux relations. On va avoir une relation followings. Et cette relation va nous permettre d'afficher tous les utilisateurs que l'on suit, nos abonnements. Donc on va faire un return this belongs to many. Et à ce niveau-là, on va dire que ce qui nous concerne, c'est la user class. Donc on n'oublie pas ici d'indiquer user class qui revient à écrire la chaîne de caractères app /models/user. Et on n'oublie pas de faire tout en haut un use app models user. D'ailleurs, c'est même pas la peine parce qu'on est déjà dans cette même classe-là. Donc pas de import à ce niveau-là. Ensuite, on va indiquer le nom de la table. Bon, ben, c'est facile, on vient de la créer, c'est followings. Ensuite, le troisième argument, c'est la colonne en ce qui concerne le modèle. Donc nous, lorsque on veut récupérer les followings, donc les abonnements, c'est quand notre utilisateur aura sa clé au niveau de la follower ID. Follower ID. Pourquoi? Parce que lorsque je veux récupérer les abonnements, je veux récupérer tous les profils qui sont rattachés lorsque mon utilisateur a un ID dans Follower ID, qui est l'ID du suiveur. Et la dernière, ce sera la Following ID. Voilà. Je vais copier et coller la fonction Followings. Je vais l'appeler Followers, qui me permettra d'avoir les followers, donc c'est-à-dire les gens qui me suivent. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est dans le cas où je récupère mes abonnements que moi-même je suis en Following ID. Donc on va intervertir tout ça et a priori tout est nickel. Donc maintenant que nos relations sont faites, ce qu'on peut faire c'est passer directement à la mise en place de nos pages Vue.js. Donc le composant Vue.js qui nous intéresse ici, ça sera le composant d'index. Donc on se rend dans Resources, JS, Pages, Tweets, index.view. Et à ce niveau-là, on avait notre fameux bouton Inertia Link. Donc on va dire qu'on l'utilise comme bouton justement. On va dire que la méthode envoyée est en post, comme ça on peut l'utiliser comme un formulaire. Et un 2.href pour lui indiquer la route que l'on créera plus tard. Donc en l'occurrence, on va mettre des backtiles et on va dire je veux aller sur /follows/ et on se dirait indiquer ici l'ID du profil qui a envoyé ce tweet. Donc je fais un tweet.user.id et là j'oublie pas le dollar. Comme ça je peux interpréter ça directement dans mon URL. Le preserve scroll ici nous permet de conserver notre niveau de l'HTML. Donc si on se situe ici, et après avoir cliqué sur notre bouton, on n'est pas redirigé directement vers le haut. On va rester à niveau. Donc, a priori, tout est OK. Donc cette route-là n'existe pas.
En revanche, si je réactualise et que je survole le bouton suivre, on voit en bas à gauche que on indique déjà la bonne route, follow/11 ou follow/9 suivant l'ID de la personne. Donc il n'est pas souhaitable de se suivre soi-même. Donc ce qu'on peut faire, c'est un affichage conditionnel. Je vais englober ce bouton d'une div et je vais dire j'affiche tout ça, donc vif si le tweet user ID, donc l'ID de celui qui a envoyé le tweet est strictement différent de page.user_id, c'est-à-dire l'ID de l'utilisateur connecté. Si je réactualise, je vois que le bouton suivre ne s'affiche pas pour NordCoders, qui est la personne sur laquelle je suis connecté. Et on peut même rajouter un class with40 pour essayer de mettre un peu plus de forme. C'était sur le design initial, c'est pas bien grave de toute façon. Donc maintenant, on est prêt à écrire nos routes. Donc on sait qu'on a une route à écrire qui est en post/follows/id. Donc on va se rendre sur web.php, qui est le dossier de routing dans le dossier routes, et toujours dans notre route protégée par le middleware HotSanctum Verified, on est parti. On va se faire une route en post, donc c'est /follows/, et là, vous pouvez passer l'ID. Alors, si vous voulez directement indiquer, par exemple, que vous voulez récupérer un modèle user, donc l'utilisateur suivant un autre champ, par exemple le slug, donc qui n'existe pas là, ou le username, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que si vous indiquez ça comme ça, vous pouvez directement passer le username au niveau de votre href, et dans votre contrôleur, vous n'avez plus qu'à récupérer un modèle user. Laravel se sera occupé de récupérer la bonne instance suivant l'information passée, même si c'est un username. Donc moi je vais le laisser en ID comme ça, mais c'est pour vous montrer que cela est possible. Ensuite, on va copier-coller le tableau ici, et ce qu'on va faire, c'est juste créer une méthode follows, voilà, et on va l'appeler name tweets.follows. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc, désormais, cette route existe. On se créera bien sûr une route plus tard pour unfollows. Ça sera strictement la même chose, sauf qu'on modifiera le pass en mettant unfollows et l'action à appeler, c'est-à-dire unfollows. De la même façon, on va modifier le nom de la route. Maintenant, on est prêt à tester les choses. On va revenir sur notre tweet controller. Et tout en bas, on est prêt à se créer la public function follows. Là, on sait qu'on récupère un user directement, donc on peut indiquer le modèle user en type int ce dernier et la variable user. Donc, ce que je vais faire ici, c'est importer directement app models user tout en haut. Donc, on n'oublie pas ça pour que ça fonctionne. Et ensuite, je vais dire, cet utilisateur-là, je peux récupérer ce que je veux depuis. Donc là, on n'oublie pas que celui-ci, c'est le profil. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement récupérer l'utilisateur connecté avec un host user. On aurait ici les abonnements en faisant followings. Et on n'a plus qu'à attacher le user ID de cette façon. Et on va faire comme habituellement, on return après coup un redirect route sur tweetsindex. Donc là, il me souligne parce qu'il me dit que la méthode followings n'existe pas, alors que effectivement elle existe, mais bon, c'est juste un bug de mon IDE, a priori tout fonctionne bien. De la même façon, on va se créer unfollows. Donc, elle fera strictement la même chose, sauf qu'au lieu de faire un attache, elle fait un détache. Voilà, c'est tout. L'un pour ajouter l'ID en base de données, et l'autre pour le supprimer. Donc maintenant, on peut passer au test. Donc on va revenir sur notre application, et imaginons que je veuille suivre cet utilisateur-là, je clique sur suivre. J'ai pas eu de rendu, mais j'ai été renvoyé sur la page d'index. Donc on va jeter un coup d'œil à notre table, on va réactualiser, et effectivement maintenant je suis l'utilisateur 11. Donc on est un petit peu embêté parce que maintenant on a un bouton suivre, et si je reclique encore, je vais l'attacher plusieurs fois. Moi j'aimerais afficher un bouton qui soit dynamique, suivre si je ne le suis pas, et ne plus suivre si je le suis. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans notre contrôleur. Au niveau
de mon contrôleur ici, je récupère les tweets avec les utilisateurs et je récupère juste les plus récents. Donc tout ça c'est très bien, mais moi ce que j'aimerais c'est au niveau de l'utilisateur que je récupère par tweet, lui mettre une indication, une clé qui me dirait est-ce que l'utilisateur connecté te suit ou pas. Et ça, on le récupérerait dans les attributs de notre utilisateur. Ce serait vraiment pratique. Comme ça, on pourrait directement faire un affichage conditionnel au niveau de notre bouton. Et ça, c'est une chose qui est possible avec Laravel et de façon même très simple. Donc, ce qu'on va faire directement, ça va être de passer tout ça en tableau. On va passer un tableau et on va faire un petit peu d'alignement et d'indentation. Je vais dire, mon user, je vais pouvoir ici lui passer une requête. Alors, cette query, on pourrait la passer bien sûr avec une fonction comme ça qui serait une fonction anonyme et on lui passerait la query que Laravel injecterait automatiquement. Mais là, je vais faire quelque chose d'autre qui revient au même. Ça serait simplement utiliser ici cette convention de nom là qui me permet de faire strictement la même chose en lui passant ici la query. Ça va me permettre de faire une closure, mais comme elle est disponible en fonction fléchée depuis la version 7.3 il me semble, je vais plutôt utiliser celle-ci. Mais souvenez-vous que c'est strictement la même chose que d'utiliser la fonction auquel j'envoie la query et auquel j'ouvrirai les parenthèses. Donc là, ce qui va être possible de faire, ça va être de se faire une fonction auquel je passe la query et je peux faire maintenant sur mon user différentes conditions. Par exemple, si je veux récupérer juste l'utilisateur ou l'id égale 3, c'est possible. Je vais juste faire ça. Voilà. Mais moi, je vais aller encore un petit peu plus loin en disant maintenant, je veux le count. Si je vais sur Laravel et que je tape withCount et que je cherche un petit peu au niveau de ma documentation, je vois que je peux compter sur les relations de mes modèles. Donc par exemple, si vous faites un post withCount comments, vous allez récupérer vos posts et vous aurez un comments underscore count qui sera le nombre de commentaires du post. Moi, c'est pas exactement ce que je veux faire, mais c'est vers là que je veux me diriger. L'avantage, c'est que je peux lui passer ici déjà un alias qui va être intéressant, mais surtout faire sur ce count-là une condition. Donc là, dans l'idée, ce que je vais faire, c'est lui repasser un tableau. Et moi, ce serait sur followers, parce que la relation qui m'intéresse, c'est la relation followers, puisque je veux voir simplement si cet utilisateur-là a dans ses followers, l'utilisateur connecté. Pour éviter les conflits, ce que je vais faire, c'est faire comme il est précisé un petit peu plus bas, ici, mettre un alias. Donc, on va mettre un as is followed, tout simplement. Mais après, vous l'appelez comme vous voulez. Cette partie-là n'est strictement arbitraire. En revanche, followers doit répondre simplement au nom que vous avez indiqué dans la relation. Et on a une relation followers dans notre modèle. Ensuite, je vais repasser une query. Parce que j'ai une query spéciale à faire. Ce serait ici de mettre je veux les followers, mais juste où l'ID, alors ce ne sera pas forcément l'ID, ça sera plutôt le follower ID, puisqu'on fait référence à notre table followings, le follower ID, c'est-à-dire celui qui me suit. Là, je vais juste sauter une petite ligne. On va plutôt la sauter à ce niveau-là. Est égal, alors je pourrais passer l'égal comme ça et le troisième argument de cette façon, mais si je passe directement au second argument, il comprend que c'est égal. Ça nous fait gagner un tout petit peu plus de temps. Où le follower ID est égal à l'utilisateur connecté et je récupère son ID. Voilà. Et ça va me permettre de récupérer isFollowed qui sera ajouté dans mon utilisateur avec la relation du tweet et de récupérer simplement le nombre d'utilisateurs avec mon ID. Seulement, ça, ce qu'on peut faire, c'est encore affiner les choses en rajoutant, on va chain après notre withCount, un withCast, et là, c'est un petit peu magique. On va pouvoir dire, pour isFollowed,
je veux carrément faire un booléen. Donc a priori, de toute façon, ce withCount là ne devrait renvoyer que 0 ou 1 parce qu'on n'aura pas plusieurs fois le même follower, la même personne que l'on suit. Mais pour préciser les choses, on peut dire un withCast et je vais dire ce compte là is followed, donc cette variable là, je veux vraiment faire un booléen. Donc si on trouve quelqu'un, ce sera égal à 1 et si on trouve personne, ce sera égal à 0. Le gros avantage, c'est qu'avec cette ligne-là, on va pouvoir faire un affichage conditionnel dans notre view. A priori, c'est tout ce qu'on aurait à faire. Donc on va enregistrer, et ce qu'on va faire, c'est directement faire un DD de tweets, pour voir si on récupère bien ce qu'on avait prévu de récupérer. On va revenir sur notre application. Là, on récupère tous nos tweets, très bien. On va prendre celui-ci. On va dans la relation user. Et on se retrouve dans les attributs avec un isFollowed ici. Et qui est effectivement égal à 1. Et je vois que c'est bien la personne que j'ai décidé de suivre. Si je prends quelqu'un de très en bas qui est forcément dans sa... Donc un tweet qui est dans sa relation avec le user, bon, n'est pas un utilisateur que je suis. Dans Attributes, je me retrouve avec un isFollowed à 0. Et là, c'est impeccable pour pouvoir faire notre affichage conditionnel. Donc on va retirer le DD. On va, donc au-delà ici de notre VIF qui vérifie si on affiche le bouton dans le cas où on n'est pas soi-même. On va plutôt mettre un VIF. Est-ce que tweet user is underscore followed, qui est bien ici la clé que je veux récupérer, l'attribut que je veux récupérer et qui sera un booléen dans le cas où c'est un utilisateur que je suis ou pas. Et sinon, je vais dupliquer ce lien là et tout simplement faire un velse. Velse, je vais plutôt faire un unfollows et là ce sera ne plus suivre. Donc bien sûr, si on veut afficher le bouton suivre, c'est bien sûr quelqu'un que l'on ne suit pas. Donc il va falloir mettre l'inverse de isFollowed. Donc on va réactualiser. Et on se retrouve bien avec un bouton ne plus suivre pour ce profil-là que l'on suit. Et pour les autres que l'on ne suit pas, eh bien, on a bien le bouton suivre. Donc si je veux ici m'abonner à ce profil, je clique. Et voilà. Et on vient de s'abonner. Et normalement, je devrais avoir une nouvelle ligne dans ma base de données. Impeccable. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher les tweets dans une prochaine page. Donc on est parti. On va dans Tweets. On va simplement dupliquer l'index. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est marquer mes abonnements. On va pas oublier ici de directement s'occuper du layout. On va ouvrir notre app layout. Donc on l'a retrouvé ici, la navigation links. On va se rajouter un nouveau lien. Donc la route ce sera tweets.followings, qui est une route qui n'existe pas encore, et on va la rendre active lorsqu'on sera sur tweets.followings. Et là on va marquer mes abonnements. Tout comme ça a été le titre de ce composant là. Donc on va vite fait se créer la route, parce que forcément on va avoir des erreurs. Je vais dupliquer cette ligne, je vais faire get, et ici je vais mettre followings. Et je vais appeler une fonction followings, et faire en sorte que cette route s'appelle tweets.followings. De cette façon, je n'ai plus qu'à créer la fonction followings dans mon tweet controller. Donc je vais le faire juste au-dessus de mes méthodes, public function followings, et on verra ce qu'on retourne. Pour l'instant, rien. À partir de là, dans mon followings.view, ce que je peux faire, c'est dire je vais passer mes followings, donc je vais me débarrasser de ce tweet create qui est un composant que je ne vais pas utiliser.
on se dira que le contrôleur va du coup envoyer une propriété, donc un props qui sera followings. Et je ne sais plus si ce sera un array ou alors un objet. Donc on va mettre nul par défaut. On n'a pas besoin du tweet create, mais on a besoin du app layout. Donc on va juste se débarrasser de ces lignes-là. Après avoir épuré un petit peu tout ça, on sait que dans tous les cas, on suivra les personnes qui sont sur cette ligne. Donc on n'a pas besoin de toute cette condition. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est juste retirer ce bouton-là. Et ici, juste conserver notre bouton ne plus suivre. Il n'y a pas de v-else. Voilà. Ensuite, ce sera exactement la même chose, sauf que ce sera tweet in tweets. Alors, on se dira justement qu'on récupère une props followings, donc on va être raccord avec notre boucle followings. Voilà. Donc, on va boucler sur nos followings en tweet. Et de cette façon, ça nous évitera de toucher au reste. Donc, forcément, je réactualise. J'ai une petite erreur. Dans la console, il me dit donc tweets.followings n'existe pas. Alors, au niveau... Alors, effectivement, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié le O dans mon fichier web.php. Voilà. Et maintenant, j'ai mes abonnements. Donc forcément, si je clique, je vais avoir une erreur parce qu'il ne se passe strictement rien. Et il est temps maintenant de s'occuper de notre fonction followings. Donc ce qu'elle va faire, c'est déjà refaire un return inertia render tweets/followings. Donc je vais directement copier ce code-là pour gagner un tout petit peu de temps. Donc c'est bien dans le dossier tweets. En revanche, ce sera le composant followings.view tel qu'on l'avait décrit ici. Et ce sera bien des followings que je passe en props. Et ce sera bien une variable tweet par exemple, ou une variable followings pour être raccord. Voilà, pour pas trop changer. Cette variable followings, je vais la créer, je vais dire ben, c'est tous les tweets avec les utilisateurs, bien sûr, parce que je vais en avoir besoin. Et ce sera where user-id, c'est-à-dire le user-id de mon tweet, sera égal donc aux ID des utilisateurs que je suis. Donc comme je vais devoir passer un tableau, je ne vais pas utiliser where, mais plutôt where in. Donc user-id, et là je vais lui passer l'utilisateur connecté. J'ai ici followings. Donc ça me permet de récupérer tous mes abonnements. Je fais un pluck ID. Et ensuite ça devrait être bon. Et je vais faire un get. De cette façon, j'ai mon followings. Donc je vais enregistrer. Et a priori, je pense que je dois passer un tableau ici. Donc je vais plutôt chain sur toArray, parce que j'ai peur que plugID me retourne une collection. De la même façon, ici j'ai mis hot. On va plutôt mettre un hot user. Et on va enregistrer. On va revenir sur notre page d'abonnement. Et là, je récupère bien les tweets donc, des personnes auxquelles je suis abonné. Donc si maintenant je m'abonne, on va dire à un qui est tout en bas, donc celui-ci, je suis, très bien, je reviens sur mes abonnements, et maintenant il se trouve là. Donc ce que je vais faire, c'est également faire un order by created at desk. De cette façon, je peux récupérer les plus récents. Donc imaginons que maintenant cette personne-là à qui je suis abonné a un tweet donc, qui est vraiment très très récent. Donc on va venir modifier la date. Il devrait revenir tout en haut. Donc on va ici revenir sur mes différents tweets. On va jeter un coup d'œil à l'ID. Donc c'est l'ID 1, très bien. Donc je vais récupérer un tweet du user ID 1. Et je vais le mettre un peu plus récent que les autres. C'est-à-dire que au lieu de le mettre au 9 décembre, vu qu'ils sont tous au 9 décembre, je vais le mettre au 19 décembre. Je vais réactualiser et je vois que le 19 décembre est passé au-dessus. Donc si quelqu'un tweet quelque chose de plus récent, il repassera au-dessus. Et là on a juste un léger bug au niveau de notre design, donc aucun souci, c'est quelque chose
pour laquelle j'avais rajouté le with 40. Donc on va récupérer notre following view. Et ce qu'on va faire, c'est finalement l'englober d'une div et lui mettre une classe with 40. Ça devrait être assez grand pour qu'il s'étende et ne plus être sur deux lignes. Voilà. Et si on décide de ne plus suivre, par exemple, ce profil-là, je clique sur ne plus suivre. Et je ne le suis plus. Et je suis redirigé sur mes tweets. Voilà. Et si je préfère voilà, ne plus suivre personne, je ne les suis plus au fur et à mesure. Et voilà, et je n'ai plus personne. D'ailleurs, si vous ne voulez pas revenir à chaque fois sur tweets lorsque vous vous désabonnez, ou que vous ne suivez plus une personne, ce que vous pouvez faire, c'est dans la fonction unfollows, au lieu de rediriger sur les tweets index à chaque fois, c'est faire un return, redirect, back, tout simplement. On va retenter, on va aller sur les tweets, on va suivre juste deux profils, on va revenir sur mes abonnements, je ne le suis plus, voilà, et je ne le suis plus, de cette façon. Donc voilà comment mettre en place un système de following ou d'abonnement sur notre application. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre application où on va maintenant se créer le profil pour afficher les tweets d'une personne en particulier. Ce qu'on fera, c'est également on rajoutera un bouton suivre et enfin on rajoutera une petite fonctionnalité avec les requêtes Eloquent de façon à pouvoir indiquer si la personne nous suit ou pas. Donc on est parti, je vais me rendre dans mon éditeur de code et on va directement se rendre dans Resources, JS, Pages, Tweets, Index.view. Donc ça c'est notre composant principal, celui qui référence les derniers tweets. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici on avait laissé un lien vide. Donc on va directement passer à 2.href. À l'intérieur on fait double quote, backtile, backtile. Et ensuite, on va se dire qu'on aura une nouvelle route qui sera /profil/ et la $accolade et on y indiquera le tweet username, c'est-à-dire le pseudonyme de la personne qui a envoyé le tweet. J'enregistre, on fait attention de compiler avec npm run watch et normalement, si je reviens sur mon éditeur, enfin sur mon navigateur, on voit en bas à gauche que j'ai le nom, bien sûr, de la personne. Donc maintenant notre route est prête, on va pouvoir directement se la créer. On va dans le dossier routes, web.php, et ensuite on va dire, donc c'est toujours une route bien sûr, groupée avec le middleware, de façon à ce que, avec ces deux middleware là, étant donné qu'on doit être connecté pour y accéder, parce qu'il y a des fonctionnalités qui nécessite à l'utilisateur d'être connecté. Donc on fait un route, ce sera une route en get, ce sera /profile/ et là on a besoin de l'utilisateur mais par le nom, donc par le username, ou plutôt par le name. Donc comme on veut le récupérer à partir de cette information là, on va faire user.name. Et là on a déjà notre route. Ce sera toujours le tweet controller, sauf que cette fois-ci, ce sera une méthode profile et la route sera tweets.profile. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer cette fonction dans notre tweet controller. Je me rends dans le tweet controller qui se situe dans app http controllers et on va se créer au-dessus de la fonction follows une public function profile et on sait que on récupère l'utilisateur, donc user. Je vais indiquer le modèle et ensuite la variable. Donc a priori ça me permet de récupérer l'utilisateur directement. Donc ce qu'on va faire, ça va être de dire j'ai mon utilisateur, très bien, donc on va le stocker dans une variable profile user, variable qu'on enverra à notre vue, et ce qu'on aimerait avoir déjà, ce serait par exemple user, une façon de pouvoir faire une requête comme on avait fait un peu plus haut, c'est-à-dire de récupérer le compte
d'une relation en particulier, et ensuite dessus on referait une query, et cette query là on essaierait de voir si on est effectivement dans la relation, et la relation ce serait following, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose comme récupérer le compte de ces abonnements, et dans ces abonnements on irait vérifier s'il n'y a pas l'utilisateur authentifié. Alors pour ce faire il y a une méthode loadCount. Donc on va directement aller sur la documentation, on va faire Laravel loadCount, et dans la doc on va retrouver ici notre fonction. Alors la différence entre loadCount et withCount, c'est que withCount nous permettait de récupérer par exemple les comptes le nombre de votes et de commentaires pour un post. Mais ici, c'était bien le modèle. Donc on utilisait post 2.2. Là, la différence, c'est qu'on va déjà charger eagerloader notre relation, le compte de notre relation, mais pour une variable bien définie, c'est-à-dire une entité bien définie. Là, en l'occurrence, il récupère le premier book, et sur le book, il cherche combien il a de genre. Et bien nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. On a notre utilisateur qui a déjà été retrieved, c'est-à-dire récupéré, et ensuite, on loadCount, on charge le nombre de followings. Et dessus, on voit que je peux, tout comme on avait fait avec le withCount, faire une function query, et ici, un peu affiner les choses. Par exemple, là, ça fait un book loadCount reviews, donc on a le nombre de reviews pour ce book-là, et dessus, on va plutôt dire where rating 5, c'est-à-dire qu'il va récupérer les reviews, mais seulement où la note est de 5. Voilà. Nous, on va tout bêtement faire un followings où le follower ID ou le following ID, c'est-à-dire l'ID de la personne que je suis, est égal à l'ID de l'utilisateur authentifié, c'est-à-dire nous. Donc on est parti, on revient sur notre Visual Studio Code et on va faire un load count, et là on indique notre relation. Donc comme il est indiqué ici, on va directement passer un tableau avec comme premier argument la relation. Donc c'est parti, nous c'est followings, et on va rajouter un petit alias pour pas trop se mélanger les pinceaux si on en rajoute plus tard, ou si vous en rajoutez plus tard. Donc ça doit être strictement le nom de la relation. Donc là c'est les abonnements, followings, qu'on avait créé dans les vidéos précédentes. As is following you. Voilà, je vais dire que ça, ce sera un attribut que je retrouverai plus tard dans mon profile user, qui me permettra d'indiquer s'il me suit, s'il suit l'utilisateur authentifié. Maintenant, flèche, et on va lui passer la query. Donc là bien sûr, je ne fais pas comme la documentation qui passe une function query, j'utilise le shorthand, mais maintenant vous avez l'habitude, ma fonction fléchée, voilà, je vais même la passer en dessous, et là je veux juste récupérer les abonnements, where following ID, c'est-à-dire l'ID d'abonnement, serait égal, donc j'ai pas besoin de mettre le égal, hot user ID. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement enchaîner avec with casts. Et là, j'indique que is following you, puisque de toute façon, il devrait m'en retrouver soit 1, soit 0, mais on va quand même mettre les choses strictes, un boolean, de cette façon. Voilà. Et là, j'ai mon profile user. Donc, on va directement faire un DD de profile user. Alors, je ne sais pas, là, a priori, on n'a pas besoin de mettre le get, donc on va voir ce que ça donne. Je vais cliquer, par exemple, sur ce profil-là. Donc, je récupère effectivement le bon utilisateur, donc l'utilisateur avec l'ID 9, qui est bien celui-ci. Et isFollowing est à 0. Très bien, donc a priori, il ne nous suit pas. Si maintenant, on va dans notre base de données, qu'on se rend dans les abonnements, donc la table following, on va juste dire maintenant que nous
Donc on est l'ID 11, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire following ID, ça va être nous, donc le 11, et voilà, l'ID 9 pour le follower ID. Donc maintenant le 9 suit le 11, c'est-à-dire que l'utilisateur avec l'ID 9 suit l'utilisateur avec l'ID 11, c'est-à-dire nous. Et a priori, on devrait passer à isFollowingYou à 1. Je réactualise, attributes, et maintenant on est bien passé à 1. Donc on va pouvoir maintenant faire un rendu conditionnel pour dire dans notre composant view si oui ou non la personne, le profil en question nous suit. Donc on va retourner dans notre éditeur de code et ce qu'on va faire c'est également récupérer les tweets. Donc pour ça on fait user tweets. Très bien. On va maintenant faire un return inertia render et dans notre dossier tweets on aurait une vue profile et on va lui passer le profile user qui serait bien sûr le profile user et également les tweets, donc on va appeler tout simplement tweets. De cette façon. Alors pour créer notre bouton suivre, on aura également besoin de récupérer si la personne nous suit ou pas. Donc il va falloir faire la même opération comme on avait fait au-dessus, mais pour voir si effectivement on le suit. Et dans ce cas-là, si on le suit, on n'affiche pas le bouton qui nous propose de le suivre. Donc on va le faire directement, comme ça on n'aura plus qu'à s'occuper de la vue. Donc là, on a déjà un première relation, un premier count. On peut tout à fait en passer autant qu'on veut. On a juste à mettre une virgule et on passe à la deuxième relation. Donc là, ce serait la même chose. Donc followers, on va aller chercher le count de followers, le nombre de followers, as, et là on va remettre la même chose du dessus, on l'avait appelé isFollowed, voilà, donc on est parti, on va faire is_followed, puis on est reparti pour reprendre notre query, et là on va chercher les followers, où follower ID c'est le hot user ID. De cette façon, on peut récupérer facilement si nous-mêmes on le suit ou pas. Dans le cas où on le suit, on ne propose pas le bouton suivre et sinon on le proposera. Donc je vais copier-coller mon Whiskas pour gagner un tout petit peu de temps. Et isFollowed, on le passe en booléen. Et là on est paré. Donc pour s'en assurer, on va faire un DD. Donc on va faire un DD de profile user. On va retourner sur notre application. Alors, isFollowingYou à 1 et isFollowed à 1. Donc, a priori, on le suivrait. Donc, on va regarder. Et effectivement, la base de données nous montre que on le suit. Donc, imaginons que là, on ne suit plus le 9, mais qu'on suit le 7. Je réactualise. Je regarde les attributs. Et isFollowed est à 0. Donc, on ne le suit plus. Donc, tout fonctionne très bien. Maintenant, on est paré pour la création de la vue. Donc on va créer notre profile dans Tweets. Je descends un petit peu. Tweets. On va tout simplement dupliquer ce qui ressemble le plus. Ça va être peut-être l'index. Je vais le dupliquer et l'appeler profile. Maintenant, on sait qu'on va devoir lui passer les propriétés. Donc on n'aura pas besoin ici du tweet create. En revanche, on va lui passer bien le profile user qui à mon avis sera un object et on lui passera bien les tweets qui sera un array. On verra après si ça nous renvoie une erreur ou pas, mais je pense que c'est ça. Et tout en haut, on n'aura plus qu'à inscrire profil de, et là on récupère profile user name. On va englober ça d'une div, donc on va lui donner une flex, lui mettre un item center,
et on lui rajouterait un justify between. Voilà. Comme ça, on place le titre à gauche et on replace le bouton pour suivre qui se place, enfin, qui se trouve ici à mon avis, /follows, voilà, c'est le bon. Donc on va récupérer ce bouton là, juste mettre une div et placer notre bouton. On va arranger 2-3 choses. Donc déjà, on n'a pas forcément envie de l'afficher si c'est nous-mêmes. On aurait la possibilité de se suivre et c'est un petit peu débile. Donc ce qu'on va faire, c'est juste un VIF, on afficherait tout ça seulement si profile user ID est différent de page user ID. C'est-à-dire, comme on a pu l'utiliser ici, l'ID de l'utilisateur connecté, qu'on récupère cette fois-ci depuis Vue.js, depuis Inertia.js. Dans ce cas-là, si l'ID de l'utilisateur du profil que l'on consulte est différent du nôtre, on peut afficher notre bouton. Alors, on va quand même vérifier que le profile user ID, à ce niveau-là, on n'a pas besoin de $, ici, c'était juste l'habitude de PHP. C'est le profile user isFollowed, donc est différent de isFollowed, ça veut dire qu'on ne le suit pas. Donc on peut afficher ce bouton. Et a priori, rien ne change, si ce n'est que là, ce n'est plus le tweet user ID, mais le profile user ID. Voilà, donc là, le header, on s'en est occupé. Le tweet create n'existe pas sur la page de profil et on affiche les tweets. Alors là, il n'y a strictement rien qui change parce qu'on a gardé le même nom de variable un peu plus en bas. C'est juste des tweets. Voilà. Donc sinon, on va juste se débarrasser de cette div. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est juste en bas, mettre une petite span ou un paragraphe. On va lui donner la classe de texte SM et de texte blue 500, histoire de styliser un minimum. Et on va lui mettre un VIF. Et là, on va l'afficher dans le cas où profile user, point, et on avait utilisé is following you, is underscore following you. Et dans ce cas-là, l'utilisateur du profil que l'on consulte nous suit. Donc on peut marquer cet utilisateur vous suit. Voilà. Et c'est à peu près tout pour le profil. Donc on va revenir sur notre profil, enfin, sur notre application, et on a une erreur, à mon avis, c'est sur le typeint. Alors il dit que tweet user est indéfini. Effectivement, on a gardé de mauvaises... voilà, ici. On avait gardé ici de mauvaises variables, donc on va juste récupérer tous les tweet users, donc il y en avait 3, et on va juste le garder les liens et l'avatar, seulement on va juste utiliser le profile user. J'enregistre et normalement tout devrait refonctionner. Alors il me dit que profile user n'existe pas, à moins que ce soit user profile. Alors c'est le profile user quelque part qu'on a inscrit. Donc effectivement, voilà, dans le lien, c'était pas profile.userid, c'est profile.id. Voilà, donc là c'était juste pour refactorer un peu les de notre ancienne vue. Et maintenant tout fonctionne. Donc on se retrouve avec effectivement donc un profil qui est celui-ci. On nous dit qu'il nous suit. En revanche, nous, on ne le suit pas encore parce qu'on nous propose le bouton. Donc on va vérifier si c'est bien le cas. Donc nous, effectivement, on ne le suit pas. On suit celui qui a l'ID 7. Mais en revanche, lui, il nous suit. Donc imaginons qu'il ne nous suive plus. Donc on va mettre le 3. On réactualise. Et effectivement, voilà, on n'a pas la petite indication.
En revanche, là, on peut se permettre de le suivre. Voilà. Et maintenant qu'on le suit, voilà, on ne nous propose plus rien. Donc voilà comment se créer un profil pour notre application.